Entretien politique avec Martin Lévrier, sénateur Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, donc on va parler du Sénat, évidemment, parce que peut-être que les gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Je lisais dans une interview qu'a accordée Pierre Rosanvallon, qui est un des grands politologues, qu'au fond, dans cette période où on aurait pu penser qu'une assemblée sans majorité allait fonctionner autrement, c'est plutôt le Sénat qui a profité de cette période. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé sur la loi des retraites, où il y a eu des séances à l'Assemblée qui n'étaient pas grandioses, le Sénat semblait mieux travailler. C'est votre sentiment aussi ? Alors oui, sur la réforme des retraites, il est très clair que un véritable travail a pu être fait au Sénat. Il y a un vrai travail, j'allais dire, presque de coalition, alors en amont d'un travail avec la majorité du Sénat qui est représentée par les Républicains et les centristes. Les centristes, oui. Les centristes qui sont un gros groupe au Sénat, un groupe important, et nous-mêmes, où on a pu faire un vrai travail en amont, un travail, j'allais dire, de conciliation ou de controverse qui a construit un consensus positif avec des évolutions de la loi très importantes. Et de ce travail qui a été fait à l'hémicycle, une proposition de loi est sortie, effectivement, qui avait un véritable sens et qui a été présentée en CMP, c'est-à-dire le regroupement. Ça, c'est la commission mixte paritaire, où vous avez 7 sénateurs et 7 députés qui travaillent la loi pour essayer de trouver un chemin commun qui serait voté normalement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ce travail en amont a été très bien fait, avec véritablement un vrai travail républicain, j'allais dire, de réflexion profonde sur cette loi. Au Sénat même, au niveau de l'hémicycle, ce qui est une deuxième partie de la chose, une fois que ces amendements sont proposés, etc., les amendements donc sont présentés à l'hémicycle, et là, malheureusement, on a retrouvé la même forme de comportement, de blocage en tout cas, de la part de la NUPES. Voilà. Non, pas alors, la droite, le centre et nous avons fait notre travail, et les amendements que nous estimions positifs pour améliorer la loi, on a réussi à les faire passer. Mais en revanche, il y a eu une logique de blocage terrible de la part de la NUPES, entre guillemets, c'est-à-dire les socialistes, les communistes et les Verts, qui ont tout fait pour que le débat n'arrive pas à la fin. D'accord. De la même façon, de façon inversée. Voilà. Alors, il n'y a pas eu les cris, il n'y a pas eu les hurlements. Donc jusqu'à l'article 7, il y avait une forme d'engagement entre les présidents de groupe de dire l'article 7, on attend le 7, le jour du 7, c'était le jour de la grande manifestation et on le votera ce soir-là. Donc on a joué le jeu de la patience au niveau de la majorité pour attendre ce mardi. Le 7, ça a été voté. Et là, à notre grande surprise, la NUPES a continué son obstruction en ajoutant au fur et à mesure que nous avancions des amendements et des sous-amendements. Et on a vu le moment où on n'irait pas au bout de ce travail sur la loi qui est notre travail. Nous sommes quand même des élus pour faire des lois, non pas pour faire de l'obstruction. Mais au Sénat, nous sommes allés au bout, nous avons réussi. Et malheureusement, la suite s'est moins bien terminée. Ça, on va en parler. Mais d'une façon générale, c'est vrai que, je disais, il y a cette assemblée sans majorité absolue, les députés sans majorité absolue, donc on aurait pu penser à un moment qu'il y aurait des négociations, etc., qu'il y aurait une culture du compromis. Est-ce que le Sénat est plus habitué à ça, à cette culture-là ? Le Sénat est plus habitué, je crois que j'essaie de donner un peu une image de la représentation et de l'Assemblée nationale et du Sénat qui font le Parlement. L'Assemblée nationale, les députés sont élus directement par le peuple, et donc ils sont en confrontation directe avec le peuple, donc dans une logique parfois de caractère d'urgence. Nous, sénateurs, nous sommes élus par les grands électeurs, donc nous avons ce temps de prendre du recul, et je dirais que nous regardons les lois à la périphérie et non pas dans l'urgence, ce qui nous permet d'avoir un regard un petit peu différent, donc un travail probablement plus libre, plus au calme, plus apaisé, et qui permet une véritable controverse, et souvent des accords au sein même du Sénat qui seraient inimaginables dans le temps de l'urgence. Et ce n'est pas une critique que je fais des députés, c'est simplement qu'eux sont pris par cette urgence de la confrontation directe au peuple, alors que nous avons un certain recul, non pas comme des sages, mais un recul qui permet de regarder différemment les choses. Et quand on regarde les choses à la périphérie ou au milieu, on ne voit pas obligatoirement tout à fait de la même façon. C'est ce qui fait la force du bicamérisme, d'ailleurs. Est-ce que c'est peut-être ce qui explique la différence de comportement des sénateurs LR par rapport aux députés LR ? C'est-à-dire qu'on a bien vu à l'Assemblée, Elisabeth Borne comptait sur l'appui du groupe LR, qui l'avait d'ailleurs signifié par Éric Ciotti lui-même, par le président de LR. Et puis ça n'a pas eu lieu. Il y a eu une fronde un peu de députés LR. Est-ce que c'est pas parce que on dit souvent parce que parfois ils avaient peur de se faire engueuler dans la circonscription. C'est possible. Et au Sénat, ça a été plus simple. C'est possible, mais nous aussi nous nous faisons engueuler dans nos circonscriptions. Rassurez-vous, les grands électeurs et les élus n'hésitent pas
à nous rappeler que si eux sont à portée de baffe, nous sommes à portée de leur baffe, donc c'est bien normal. Moi, ce qui me gêne plus, si vous voulez, dans ce comportement, dans cette discussion, c'est que la vraie force de la politique, la vraie noblesse de la politique, c'est aussi le courage. Et il faut avoir le courage de se présenter dans ses électeurs en gardant ses convictions. Et que sur une réforme qui est aussi importante que la réforme des retraites, quand une discussion qui mène à un accord par un parti politique est battue en brèche à la fin parce qu'on pourrait avoir peur de ce qui va se passer le dimanche suivant dans sa circonscription, pose problème. Ça veut dire que quelque part, on est non pas sur le coup d'après, on est sur ma propre réélection. Le sujet, c'est pas d'être réélu. Le sujet, c'est de faire avancer la France. Le sujet, c'est d'être au service de son pays avec toute l'humilité que ça représente. Et donc, quelque part, il y a un moment, il faut du courage et il faut dire non, je ne suis pas d'accord avec vous, mes amis, ou ceux qui sont mes adversaires, parce que je pense que l'intérêt supérieur de la France est à cet endroit-là et je l'assume. Donc, je pense que ça n'est pas tout à fait le sujet. Je crains plus que ce soit au sein même du Parti des Républicains, où il y a une véritable difficulté. C'est un parti qui a énormément souffert des résultats aux différentes élections depuis les élections municipales, j'allais dire, même aux européennes, il a été battu en brèche. Alors les anciennes présidentes vont monter encore plus loin que moi, mais ils ont eu les élections municipales de 2020 qui leur ont permis d'espérer quelque chose, de dire on va repartir, et puis tout le reste a été implanté dans les territoires. Et tout le reste a été catastrophique avec l'élection présidentielle telle qu'on le sait, et je crains fort qu'il soit dans la même situation que la gauche il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dans une logique non pas d'explosion mais d'implosion, il ne faut pas se tromper, et quand on est en implosion et qu'on croit que les événements sont dus au fait de l'extérieur, eh bien on se bat en interne sans s'en rendre compte, on crée des frondeurs et on retrouve le même fonctionnement aujourd'hui chez les Républicains que chez les socialistes il y a 6 ans. Et ça, c'est très inquiétant parce que quelque part, le parti s'affaiblit de l'intérieur. Et moi, je considère qu'une belle démocratie est une démocratie de controverse. Et donc, qu'on puisse avoir des adversaires et non pas des ennemis avec qui on puisse discuter, s'opposer, confronter nos positions. Et puis que l'alternance puisse exister. Si les LR s'effondrent, aujourd'hui, nous avons un véritable problème puisqu'il n'y a pas vraiment de parti démocratique, républicain, face à nous. C'est un des problèmes, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la violence dans la société, mais c'est vrai que, contrairement à ce qui pouvait se passer, par exemple, quand il y a la réforme des retraites en 2010, c'est Sarkozy qui est au pouvoir, puis il y a une alternance possible avec le Parti socialiste. Aujourd'hui, il y a des oppositions, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a des alternances possibles. C'est un peu le problème, parce que les deux partis républicains, au sens noble du terme, qui sont le Parti socialiste et qui sont les républicains ou les centristes, effectivement s'affaiblissent, mais s'affaiblissent de l'intérieur. Moi, je leur dis et je leur redis, faites très attention, ça n'est pas une explosion, ça n'est pas du fait du président de la République ou du fait de Renaissance ou du fait d'ensemble, c'est d'un problème interne de leurs propres valeurs où ils n'arrivent plus à s'accorder entre eux, et c'est de ça qu'ils meurent. Voilà. Vous avez quand même, quand vous les écoutez, des différences d'approche et de valeurs profondes très fortes. Si je prends au moment de la présidentielle, avant la présidentielle, une Valérie Pécresse ou un Xavier Bertrand versus un François-Xavier Bellamy ou un Retailleau, on n'est pas tout à fait sur les mêmes valeurs. Et quand on est dans le même parti, ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Et je crois que leur vrai problème, il est là. Il faut qu'ils fassent leur réflexion propre en interne et leur réflexion intellectuelle vraiment, et qu'ils retrouvent un chemin qui leur soit commun et cohérent et qui leur permette de reconstruire leur parti. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la réforme des retraites. Vous disiez, bon voilà, comment ça s'est passé avec la commission paritaire. Oui. Et après, vous disiez, ça s'est mal passé, plutôt mal passé. C'est-à-dire que vous auriez préféré qu'on ait parcours au 49.3 ? Bien sûr. Je pense qu'à partir du moment... tous les élus étaient à peu près d'accord là-dessus. À partir du moment où il y a une commission mixte paritaire, qui a un accord en commission mixte paritaire, je ne connais pas, moi, de mes souvenirs de commission mixte paritaire qui se met d'accord et que derrière une des deux chambres ne le vote pas. C'est la première fois, selon moi, que cela arrive. En tout cas, du mandat que j'ai parcouru, c'est la seule fois. Et bien évidemment, tout le monde aurait préféré que ce soit voté. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Et c'est là où le problème s'est fait. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'était la réforme. Cette réforme, elle est indispensable et on pourra en parler à l'occasion. Et pour nous, elle est considérée comme indispensable parce qu'elle est sur le long terme. Donc quand on est confronté à un mouvement à l'Assemblée nationale où la certitude d'un vote positif est mise en jeu, et une incertitude se fait forte, jouer l'incertitude au détriment d'une loi qui se joue sur le temps long et qui est pour les Français,
c'est pas imaginable, ou alors c'est pas la peine de faire la loi. Donc il fallait que cette loi passe, et l'élément essentiel dans ces cas-là, c'est le 49.3, et je crois que le 49.3 a une bien mauvaise image, oui, une mauvaise réputation. Parce que dans l'absolu, c'est peut-être, je vais employer le mot courage, c'est une nouvelle fois un article de très grand courage, puisqu'on dit cette loi est si importante pour le gouvernement, pour nous et pour la France, que non seulement en vous demandant de voter le 49.3, on vous demande de voter la loi telle qu'elle est, mais surtout on met en jeu notre gouvernement, notre existence propre. C'est d'une noblesse, excusez-moi, face à un côté, je dirais presque du panache, du courage et du panache. Or, on prend ça comme quelque chose de brutal. Oui, c'est ça. Alors que c'est le contraire. C'est finalement le contraire. C'est je me mets devant vous tel que je suis et vous avez le droit de me détruire. Excusez-moi, je trouve que c'est beaucoup plus proche du courage et du panache que de la violence et de la brutalité. Oui, c'est vrai que c'est un article. Alors maintenant, on entend dire antidémocratique. Enfin, il fait partie quand même de la Constitution. Donc, il a été utilisé une centaine de fois. Enfin, 100 fois pile. Ouais, donc oui, c'est très étonnant. Mais c'est une espèce de jeu, si vous voulez. Quand on n'a plus vraiment d'arguments, on essaye cela. Et comme à l'Assemblée nationale, on est quand même dans une logique non pas de controverse, mais d'affrontement et de combat permanent. On cherche tous les petits mots, les petites failles qui évitent d'organiser un débat. Dire 49.3 et crier 49.3, ça évite de discuter. Alors, on voit que la situation est quand même bloquée. Il y a des manifestations qui continuent. Les syndicats vont debout contre l'âge légal de 64 ans. Il va y avoir le 14 avril une décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que, alors, sans jouer on ne peut pas savoir ce que va dire le Conseil constitutionnel, mais est-ce que ça peut constituer au fond une porte de sortie de cette crise, la décision du Conseil constitutionnel ? La première chose à dire, et je reprendrai à ma grande surprise ce qui a été dit ce matin sur une chaîne concurrente et néanmoins amie qui est France Info, que j'ai écouté ce matin, et ils avaient invité un délégué syndical Sud qui demandait au Conseil constitutionnel de bien prendre en compte l'état de la population. Ça n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de vérifier si cette loi correspond aux critères imposés par la Constitution. C'est son seul rôle. Donc, quand sortira-t-il ? Je ne le sais pas. Nous avons voté une loi, nous l'avons travaillé énormément. Nous pensons donc qu'elle correspond à la Constitution. Sinon, on ne s'amuserait pas à faire des lois qui ne seraient pas constitutionnelles. Si on se trompe, et ça peut arriver, le Conseil constitutionnel est là. Mais c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a une porte de sortie ou pas ? Je ne peux pas dire ça comme ça. Le constitutionnel va émettre un avis, donner des préconisations, mais lesquelles ? On ne le sait pas, et peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc pour moi, c'est pas une question de porte de sortie, c'est une question de savoir ce que va dire le Conseil constitutionnel, et effectivement, s'il y a un certain nombre de choses à revisiter, à retravailler, il faudra bien le faire, bien évidemment. Bien évidemment. Dans la crise aussi qui se joue aujourd'hui, il y a une question de légitimité. Emmanuel Macron a dit dans son interview à TF1 au 13h, en tout cas, que la légitimité n'est pas dans la rue, elle est dans les institutions, dans les parlements. Mais en même temps, j'en prends ce que disait même Pierre Rosanvallon, dont je parlais. Il disait oui, mais un pouvoir qui est coupé de la société, ça ne marche pas. Alors, c'est vrai qu'il y a ce combat de légitimité qui pose un problème. Oui, mais je veux dire que ce combat de légitimité a toujours existé, mais il est d'autant plus mis en avant par l'accumulation des sondages permanents, en tous sens, dans tous les sens. Un sondage ne fait pas la population, c'est le premier point, et on ne gouverne pas en fonction des sondages, sinon on n'avance pas. Il peut arriver. D'abord, il y a une élection majeure en France qu'a voulu le général de Gaulle, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel, qui est quand même l'élément peut-être le plus important de nos élections et fondateur effectivement. Et c'était il y a fort peu de temps. C'était il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, au premier tour, puisque le premier tour est quand même un élément important, Emmanuel Macron a fait plus de 27% des voix. 27% des voix, c'est quand même loin d'être illégitime. Très très loin. Il y a bien longtemps. C'était plus qu'en 2017. Voilà. Et j'allais dire, il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu un candidat au premier tour atteindre 27%. Donc la légitimité. Oui, Chirac, c'était dans les 20%. C'était même pas. Enfin, c'était des époques. Sarkozy avait fait un beau score. Une fois que j'ai dit ça comme principe, Emmanuel Macron s'est présenté à l'époque avec un projet. Dans ce projet, il y avait la retraite à 65 ans clairement affichée. Dire que ça ne compte pas et que donc il pourrait être illégitime parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas contents et que les sondages disent qu'ils ne sont pas contents, c'est assez rocambolesque parce que derrière ça veut dire qu'on ne peut absolument plus gouverner.
Faire de la politique, c'est bien la difficulté. C'est ce moment où l'on se doit de prendre des décisions, combien même elles ne seraient pas spécialement agréables si elles sont importantes pour la nation. Et quand on prend le régime des retraites, qu'on dit « nous voulons sauver le régime par répartition ». Sauver le régime par répartition, c'est sauver en fait une logique sociale extraordinaire où il y a une solidarité intergénérationnelle à travers ce système, on est les seuls au monde, où ce sont les actifs, donc les jeunes, j'allais dire pour faire vite, qui cotisent, et ces cotisations servent à payer les retraites de ceux qui sont en retraite. C'est une force extraordinaire. Mais donc, ça veut dire tout simplement que si on est dans la logique du système par répartition, auquel tiennent énormément les Français, on doit rester dans ce système. Et les outils de manœuvre de ce système ne sont pas nombreuses. Ils dépendent de la démographie. Et en fonction de la démographie, si la démographie tente à donner de plus en plus de non-actifs versus d'actifs, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Il y a soit augmenter les cotisations. Donc si on augmente les cotisations, il y a deux possibilités, les salariales ou les patronales. Salarial, ça veut dire qu'on baisse le net à payer. Aujourd'hui, face à une inflation telle qu'elle est, un pouvoir d'achat qui est difficile à maintenir, ça serait une très mauvaise image donnée et ça ne correspondrait absolument pas à ce qu'on fait depuis 6 ans. Augmenter les cotisations patronales, ça voudrait dire enchérir le coût du travail. On est dans une concurrence mondiale. Si aujourd'hui, notre économie s'en sort aussi bien et beaucoup mieux que d'autres pays après la crise de la Covid, c'est justement parce que nous avons une logique fiscale très équilibrée depuis 5 ans et que tout le monde nous en est reconnaissant, donc très mauvaise idée. Après, on peut baisser les pensions. Je pense que les retraités ne seraient pas d'accord. Je rappelle que nous l'avons fait en 2018, puisque nous avons augmenté la CSG sur les retraités qui gagnaient plus de 2 000 euros. C'était mal vécu. Oui, mais c'était pourquoi ? C'était par solidarité, c'était en utilisant cet outil-là, donc en baissant un peu les pensions des retraités qui touchaient plus de 2 000 euros, on a augmenté le net à payer de tous les actifs de 3%, c'est-à-dire qu'on a redonné du pouvoir d'achat aux actifs. On a tenté de rééquilibrer un peu ce différentiel entre actifs et inactifs. Aujourd'hui, recommencer à baisser les pensions, franchement, ça ne pouvait pas être rendu. Donc il nous reste quoi ? Le temps de cotisation. Et c'est bien pour ça que Emmanuel Macron a parlé de 65 ans et que l'évolution des discussions qu'il y a pu avoir a amené à 64 ans, plus un certain nombre de mesures qui ont été travaillées au Sénat. Et donc c'est essentiel, si vous voulez. Si on veut sauver le régime par répartition, c'était là. Et là où je suis très embêté, c'est que si je reprends ce que demandent les syndicats depuis le début, ils disent non à l'allongement de la durée du travail. Non, 64 ans. Ou 65 ans, ou à l'allongement, tout simplement, de la durée. La CFDT n'est pas totalement contre l'allongement, elle est contre vous avez raison, elle est contre l'âge de buter, l'âge légal. Elle est contre, vous avez raison, je me suis mal exprimé, elle est contre l'âge légal. Emmanuel Macron, je le rappelle, a été élu sur l'idée des 65 ans. Par le compromis, par le travail, nous sommes arrivés à 64 ans, plus un certain nombre de mesures, très nombreuses, sur la pénibilité, sur l'égalité femmes-hommes, sur les seniors, sur un certain nombre de choses. Travailler avec les syndicats pendant 3 mois, ça n'a pas été tant dit que ça, mais c'est pourtant ce qui s'est passé, qui ont considérablement fait évoluer cette loi. Donc, du côté du gouvernement, les évolutions ont été très importantes. Du côté des syndicats, excusez-moi, il y a eu 0 évolution, mais 0. Or, quand on est dans une discussion aussi importante que celle-là, chacun doit faire un pas. Nous avons fait, le gouvernement, la droite et nous avons fait 4 ou 5 pas face à un mur qui n'a jamais bougé. Et aujourd'hui, la plupart des gens disent la brutalité est du côté du gouvernement. C'est assez paradoxal. Quand vous êtes en négociation, tout le monde pour soi-même a négocié un jour quelque chose, l'achat d'une voiture, l'achat de quelque chose. Il y a toujours un moment où chacun fait un pas. Aujourd'hui, c'est ceux qui ne font pas le pas qui accusent les autres de brutalité. C'est quand même très surprenant. Et c'est repris en boucle. Tout le monde aujourd'hui dit oui, c'est le gouvernement qui doit faire un effort. Les efforts, on en a fait énormément. Mais et si on ne les fait pas, c'est le régime par répartition qui est en cause. Alors vous dites, oui, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, les Français sont très attachés au régime par répartition, ce qui est sans doute vrai, mais je ne sais pas, est-ce que le régime par capitalisation, c'est un mot qu'il ne faut pas jamais prononcer alors, de mon côté, une part, en tout cas, de capitalisation. De mon côté, en tant que démocrate et républicain, je suis ouvert à toutes les discussions possibles, mais il faut, quand on fait une véritable discussion, j'allais dire que pour trouver la bonne solution, il faut d'abord bien poser le problème. Si le problème est mal posé, vous aurez plusieurs solutions et des mauvaises solutions. Nous sommes partis du postulat, dans la problématique, que le système par répartition était en cause et qu'il fallait sauver le système par répartition. C'est notre point de départ.
Si le point de départ n'est pas celui-là, effectivement, on pouvait discuter avec les syndicats. On aurait pu dire, oui, remettons en cause le système par répartition et taxons le capital. Puisque les communistes, par exemple, disent ça assez souvent. L'Espagne a fait je dis oui, comme ça. Et je dis, c'est un sujet qu'on pourrait aborder. Mais dans ces cas-là, il faudrait que les communistes, les socialistes, les Verts et tous ceux qui sont contre, et tous les syndicats disent clairement qu'ils veulent remettre en cause le système par répartition. Ce qu'ils ne font jamais. Ils sont les premiers à dire, nous devons sauver le régime par répartition. Absolument. Et derrière, toutes les propositions qu'ils font, sans le dire, mettent à mal le régime par répartition. Donc, il faut être cohérent. Moi, si les syndicats demain me disent, oui, je suis prêt à remettre en cause le régime par répartition, eh bien, ça ouvre d'autres types de possibilités, mais il faut le dire aux Français. Les Français, quand vous leur dites capitalisation, ils ne sont pas toujours spécialement convaincus. Donc, ça demandera du temps de conviction aussi, croyez-moi. Je reviens à ce dont on parlait, c'est-à-dire les crises au fond de légitimité. On voit, tout est remis en cause, les résultats des élections, sans cesse. Il y a beaucoup de menaces. Il y a votre collègue Aurore Berger qui il y a le droit privé aussi, Marie Lebec aussi, moi avant aussi. Lisnard disait que 1000 maires, je crois, ont déjà démissionné depuis 2022. Alors il faut faire attention à ces mots sur les démissions des maires. Il y en a un peu plus, je ne vais pas vous dire une bêtise, mais un peu plus de 1000 ou 2000 depuis 2020. Oui. Si on compare à la période d'avant, on est à peu près dans le même pourcentage. Oui, il y a toujours eu. Et à ce pourcentage, il faut tenir compte d'une grande difficulté qui a été la pandémie avec l'élection des maires. Souvenez-vous, en plein pendant la pandémie. En plein COVID, oui. Et donc il y a un certain nombre de maires qui ont démissionné très rapidement à ce moment-là parce qu'ils étaient, ils arrivaient, j'allais dire, pour la première fois en tant que maire, et ils se sont retrouvés dans des situations absolument incompréhensibles pour eux. Et un certain nombre ont démissionné à ce moment-là. Donc globalement, on est dans les mêmes chiffres, voire moins importants qu'avant. Mais il y a des incivilités, il y a une violence. Il y a la remise en cause. Est-ce que, au fond, parce qu'on a toujours l'impression que la démocratie, c'est un régime qui est là pour toujours, est-ce qu'on ne devrait pas être inquiet, justement, pour la démocratie la démocratie... On voit les violences, en plus, dans les manifestations, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Peu importe, il y a des violences peut-être des deux côtés, là, la démocratie est une fleur de toute beauté, donc elle est fragile. Elle est toujours fragile, et comme chez nous, elle existe depuis longtemps, on s'y est tellement habitué qu'on a oublié sa fragilité. Et il y a un petit jeu, mais il n'y a pas qu'en France, mais souvent en France, d'anti-parlementarisme, par exemple, très puissant, très fort, où on se gausse de l'hémicycle à moitié vide, où on se gausse d'un sénateur ou d'un député qui s'est endormi, où on se gausse de l'absence de travail, de pseudo-chauffeurs que nous n'avons pas. Enfin bon, de tas d'histoires autour de ce... votre régime de retraite. De mon régime de retraite, on pourra en parler. On pourra en parler. Mais le président Larcher, alors là, je suis dans l'opposition, donc c'est facile pour moi, c'est là de ne pas vous répondre, mais je vais vous répondre ce que je pense sur le régime de retraite, puis on reviendra à un sujet beaucoup plus important qui était celui que vous aviez posé. Mais sur le régime des retraites du Sénat, le président Larcher a dit que c'était un sujet qu'il allait travailler. Donc j'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Et sur le fond, je dis juste un petit truc sur le système de retraite du Sénat, parce que je m'y suis un petit peu intéressé à cause de ça récemment, parce que je vous avoue que je ne m'étais pas vraiment intéressé à la chose. Il est limité, le système, c'est un système avec un montant, que je ne sais pas comment il est calculé d'ailleurs, peu importe. D'abord, nous avons une double cotisation, à l'inverse des autres, donc c'est un système qui n'est pas spécifique, mais qui est un système propre au Sénat. D'accord. Et ça fonctionne pour 2 mandats. Si vous faites 3, 4 mandats, ça ne comptera qu'il n'y a que 2 mandats qui comptent, il faut le savoir. Et en général, la moyenne, je crois, de départ en retraite des sénateurs est au-delà de 72 ans. Ce qui fait que la caisse du Sénat est très riche, entre guillemets, parce qu'en fait, les sénateurs ne prennent pas beaucoup de retraite, ne vivent pas longtemps dans leur retraite. Mais ils ne coûtent pas cher. Ils ne coûtent pas cher pour la retraite. Donc voilà. Pardon, là, je reviens à la crise de la démocratie. Alors, la crise de la démocratie, moi je pense aussi qu'elle est liée à cette image permanente qu'on donne du parlementaire. Où on nous donne le sentiment qu'un parlementaire ne travaille pas, n'est pas à l'hémicycle, alors que le travail que nous faisons est finalement relativement peu à l'hémicycle. Nous travaillons par commission d'abord, donc au Sénat il y a 7 commissions, moi je suis à la commission des affaires sociales, donc ils traitent tout ce qui est social, tout ce qui est... C'est énorme, tout ce qui est santé... On ne voit pas forcément. Voilà, tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui est droit du travail, tout ce qui est formation, apprentissage et formation. Donc vous voyez le panel des lois qui peuvent passer dans cette commission qui sont étudiées, et quand nous les étudions en commission, ou que nous faisons des auditions, c'est-à-dire nous recevons des spécialistes, et on le fait énormément, pour bien sentir justement comment faire évoluer une loi ou comment faire soi-même une loi,
ben, tout ce travail ne se voit pas, et c'est bien naturel. Et quand on le fait, on n'est pas à l'hémicycle, ou à l'hémicycle, il se passe autre chose. Les lois continuent de voter. Une loi, de programmation communautaire, voilà. par exemple, ben, je n'y étais pas parce que je travaillais sur le système de santé. Mais je travaillais. Et ça, les Français ne le savent pas parce qu'on préfère montrer du parlementaire les petits 3% de choses qui ne vont pas. Ouais, mais honnêtement, et j'en suis. Et je le dis très, très bien, je travaille au moins 70 heures par semaine et ça me va très bien. Et il y a la mise en cause répandue de la légitimité maintenant. Enfin, voilà, on dit Macron, il n'a pas été élu, il était élu parce qu'il était contre Le Pen. Enfin, à un moment. Non, la légitimité, déjà, des premiers tours, je vous rappelle 27%. Et ensuite, moi, la légitimité, ce que je réponds aux gens qui me disent. Les gens qui sont élus, ils sont légitimes. Présentez-vous à une élection et après, vous comprendrez ce que veut dire légitimité. Parce que se présenter à une élection, c'est très facile de critiquer un parlementaire, c'est très facile de critiquer un maire, c'est très facile de critiquer un président de la République. Mais se présenter à une élection, et pourquoi il y a finalement si peu de gens qui se présentent aux élections ? C'est parce que c'est quelque chose de très compliqué. Vous vous mettez totalement à nu devant les électeurs, et c'est bien naturel. Mais c'est d'une violence incroyable. Ah oui. C'est très compliqué, mais bien sûr, et c'est bien normal. Et c'est tout à fait normal, donc c'est très difficile. Et en plus, vous vous lancez pour un CDD qui n'est pas obligatoirement renouvelable. On n'est pas élu à vie, et donc on vit une période... Enfin, si je prends mon exemple, moi je ne suis pas un homme politique à la base, hein, je viens du secteur privé, je me présente en 2017 pour la première fois au sénatorial, je suis élu, mais ça veut dire que je mets de côté mon travail privé, donc j'arrête complètement mon activité de salarié. Si je ne me représente pas ou si je ne suis pas réélu dans un an, excusez-moi, mais j'ai mis tout ça dans la balance. J'aurai 61 ans. À 61 ans, c'est pas si simple que ça de retrouver du travail. En plus, vous avez une jolie étiquette là sur le front, ancien homme politique. Donc c'est pas aussi simple. Ça demande une force de conviction derrière qui est très importante. Et je crois que vraiment, on ne se rend pas compte de ce que fait le parlementaire, du travail qu'il fait et qu'il doit faire. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis merveilleux, c'est pas du tout le sujet. Nous avons beaucoup de travail. Et bien heureusement. Et c'est très important. Et quand on fait une loi, notre rôle, c'est d'étudier au maximum tous les arguments des pour et des contre qui font évoluer notre propre argumentaire à nous. C'est essentiel. Moi, il m'est arrivé de changer d'avis sur un certain nombre d'amendements. Oui, on peut changer d'avis. Mais bien sûr, et heureusement. Et heureusement. Je reviens à la crise politique aussi. Emmanuel Macron a donné à la Première ministre, Elisabeth Borne, la mission d'élargir la majorité. Ça ne va pas être facile, parce quand on voit ce qui s'est passé à LR. On parle aussi de remaniement. On parle, par exemple, du président du Sénat. Enfin, il y a un bruit qui envoie Gérard Larcher à Matignon. Un, est-ce que ça serait une bonne idée ? Et deux, est-ce que Emmanuel Macron n'aurait pas quand même intérêt à s'entourer plus de politiques, de gens qui connaissent les territoires, la politique, ce qu'il ne l'a fait jusqu'à présent ? Ah, ce grand sujet. Alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est comment élargir la majorité ? La première difficulté, c'est qu'il y avait deux possibilités au départ. C'était soit faire une coalition, qui a été refusée par tous les autres partis politiques, et qui ont tous dit, à ce moment-là, on va travailler texte par texte. Oui. Très bien. Ça a plutôt bien fonctionné au début, puisqu'il y a quand même une vingtaine de lois qui ont été votées, et pas des moindres, jusqu'à maintenant, dans cette logique donc, du coup par coup, pas du loi par loi, parce que coup par coup, ça peut être interprété autrement, du loi par loi. Et puis est arrivé les retraites, où là, il y avait un accord de principe, et cet accord a été battu en brèche. C'est la première fois, sur une loi excessivement importante, et sur une loi, je le répète, de courage, parce qu'effectivement, c'est pas avec une loi comme ça qu'on se fait réélire. Hein. Non, c'est ce qui montre bien une preuve de courage. Mais je crois que c'est important que les Français le comprennent. Certains disent de surdité aussi. on peut entendre ça aussi, mais il faut bien comprendre que ce qui a manqué à la France depuis 30 ans, selon moi, c'est justement le courage. On a eu beaucoup de lois qui ont été faites juste pour être réélus, et pas pour aller beaucoup plus loin. Ou de recul sur les réformes. Ou de recul sur les réformes, ce qui est encore pire. Ce qui pour moi est encore pire. Sauf si on s'est vraiment trompé, mais ce n'était pas le cas. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner aussi au sens politique ce courage-là, afficher son courage et dire oui, je sais que ce que je vous demande est un effort. Peut-être que nous l'avons très mal présenté, ça c'est possible. Moi je pense que dès le départ, on aurait dû dire aux Français oui, on vous demande un effort. Oui, vraiment, l'assumer, dire on vous demande un effort, ça n'est pas facile, pour certains d'entre vous, on le sait, mais c'est ce qui sauvera notre régime.
On a voulu dire que c'était justice sociale, etc., etc. Ces mots-là, quand on demande un effort, justice sont sociale, moins, les 1200 sont moins audibles. voilà. Enfin, les 1200 euros, c'est comme expliquer que 2 plus 2 égale 4. Oui, mais moi, bon, moi, le premier... Il y a eu des erreurs de communication. Oui, mais moi, le premier sur 1200 euros, j'ai aussi dit 1200 euros parce que pour moi, c'est du bon sens. Quelqu'un qui travaille à mi-temps ne peut pas gagner 1200 euros. Enfin, s'il gagnait 700 euros, vous voyez. Enfin, bon, être obligé de réexpliquer que 2 plus 2 égale 4, certes. Enfin bon, il y a eu sans doute des erreurs de présentation de communication. Absolument. Donc moi, c'est mon premier point, c'est le courage. Et c'est donc avoir en face de soi, pour faire une coalition ou pour faire des accords au coup par coup, des partis politiques en face qui ont ce courage-là aussi. On a vu que pour les retraites, ça n'est pas arrivé. Sur une question de méthode, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de mettre cette loi retraite dans un grand ensemble de travail, puisqu'il y a, on voit bien que, le rapport au travail est en train de changer, qui est peut-être des questions à mener sur le temps de travail, une semaine de 4 jours, enfin, etc. Ce sont des vrais sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps en plus, mais et derrière ça, on nous a d'abord reproché de ne pas faire les lois dans le bon ordre. Et donc, on aurait dû, pour mes reproches, les retraites, vous auriez dû le faire après la réflexion sur le travail. Moi, je rappelle que ces reproches, on nous les a fait aussi en 2017, quand la première réforme qu'on a faite, et même les 2 premières, ça a été les amendements de travail, donc la loi sur le travail, où on a réformé totalement le droit du travail, et la loi sur l'apprentissage et la formation. On nous a dit qu'on faisait tout à l'envers, et qu'il fallait d'abord s'inquiéter du chômage, et qu'ensuite on pouvait réformer le travail. Et nous, on a expliqué que pas du tout. On avait cette cohérence et qu'on allait faire baisser le chômage. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pour les retraites, c'est la même chose. Les retraites, c'était de dire, on a un système qui est en danger, qui est un système de solidarité. On n'a pas assez rappelé aux Français ce principe de la solidarité. Et moi, je crois que si les Français reprenaient la mesure de cette solidarité, de cette force qu'est les actifs travaillent pour cotiser, pour que les retraites soient payées par leur cotisation, et qui prennent conscience aussi que si ça se déséquilibre, à un moment, ça cassera. Et que ça sera très mauvais, soit pour l'un, soit pour l'autre. Un jour, un jeune président, Emmanuel Macron est jeune, mais lui, il croit au système par répartition. Mais dans 10 ans, un jeune président élu ou une jeune présidente élue dit « ça marche plus ce système, ce sont les retraités en place qui vont payer très très cher ». Donc attention, quand on dit on vous protège, c'est du très long terme, et c'est pour ça qu'il fallait beaucoup de courage pour faire cette réforme de long terme, on l'a peut-être mal dit. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'ordre, il était important de commencer par la retraite pour redonner le sens au travail et parler ensuite du travail et de cette logique. Parce que moi je crois beaucoup à l'effort, je crois beaucoup à la réussite par le travail, et je crois qu'il y a beaucoup de moyens, vous parlez de la semaine des 4 jours, c'est un travail sur lequel j'ai énormément travaillé, puisque dans des accords que j'ai pu faire, j'ai pas joué sur les 4 jours, mais j'ai joué sur des congés plus longs, et pour travailler plus dans la semaine, donc ça revenait un peu à ça, une annulation du temps de travail pour donner plus de congés. J'ai auditionné par exemple une société dont je vais faire la publicité, mais ça c'est pas grave, qui s'appelle LDLC, qui est une société qui vend du matériel informatique, enfin qui vendait au départ, qui a commencé comme ça du matériel informatique par Internet, au tout début comme Rue du Commerce ou d'autres, et qui aujourd'hui continue sur ce cœur de métier, mais a aussi des boutiques, 80 boutiques, plus de 1000 salariés aujourd'hui. Mais il y a 3 ou 4 ans, le président directeur a décidé de passer aux 32 heures par semaine, mais travailler 4 jours par semaine. En se disant, pour bien travailler 4 jours, je fais 32 heures, je les paierai 35. Il y a eu une levée de bouclier des syndicats, il faut le savoir, qui n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont eu peur. Ils partaient du principe qu'un patron, obligatoirement, c'était... c'est un des problèmes français, hein, ce regard permanent du... Finalement, il y est arrivé, et il avait provisionné, mis de côté, j'allais dire, des sous pour embaucher, pour compenser les 3 heures qui manquaient par semaine par salarié, par 1000 salariés, vous voyez, et il n'a embauché personne. Ce qui veut bien dire que quand on crée des conditions intelligentes, bien travailler ensemble, et c'est au cas par cas, il ne faut pas faire de loi autour de ça, mais au cas, par accord d'entreprise, on est capable d'augmenter la productivité des gens à partir du moment où ils en retrouvent, eux, une autre qualité. Voilà. Et ça, j'y crois énormément, et je crois que la relation qu'on doit avoir au travail, c'est aussi celle-là. C'est d'abord considérer que nous ne sommes pas des machines, donc notre travail n'est pas linéaire. Il y a un vrai débat. Et heureusement, donc il y a ce vrai débat qui est passionnant, mais il fallait traiter les retraites en amont pour que ça ne pollue pas et ça ne perturbe pas ce sujet-là qui est essentiel. À travers ce sujet, vous avez aussi justement le télétravail, vous avez une nouvelle approche du travail, de la vie familiale, parfois un mélange des deux, qui demande beaucoup de réflexion et donc le moins de scories possible ou d'interférences possibles sur des choses qui sont, elles, plus figées. Et la retraite fait partie des choses qui sont figées, parce que c'est un arrêt du travail. Alors, malheureusement, qu'on se quitte bientôt. Alors, un mot quand même sur... C'est une année importante, absolument. C'est une année importante pour le Sénat, puisqu'il y a renouvellement par tiers. Ça n'a pas échappé, voilà. par moitié. Par moitié, et d'où des élections dans les Yvelines. Vous serez candidat ?
Oui, je serai candidat. Oui, j'ai le Et président comment Macron. ça se prépare alors il faut rappeler que c'est pas, en effet, vous le disiez, c'est pas un vote direct. Enfin, ce sont des élus, notamment des conseillers municipaux, qui votent pour les sénateurs. Il y a une campagne qui se fait. Alors oui, ça ne correspond pas aux campagnes que l'on connaît, puisqu'effectivement, ce sont les grands électeurs. Vous connaissez en gros les électeurs. C'est à peu près ça. Il y aura à peu près 2900 à 3000 grands électeurs sur tout le département, qui sont, dans la grande majorité des cas, des élus. Seules les grandes villes doivent avoir une liste complémentaire, doivent voter une liste complémentaire au mois de juin de grands électeurs, parce qu'il n'y en a pas assez c'est la fonction de la taille de la ville. Donc une ville comme Versailles, de mémoire, qui est la plus grosse ville du département, a 54 conseillers municipaux, enfin maires et conseillers municipaux, et 53, pardon, et il y a 120 ou 130 grands électeurs. Donc le conseil municipal votera, voilà, mais que pour quelques grandes villes. Il y en a 13 dans le département, c'est eux qui vont rajouter des grands électeurs. Donc tous les autres sont connus. Enfin, il existe, et nous, en tant que sénateurs, comme notre rôle, c'est de travailler. De sénateurs 6, absolument. 6. Donc les listes, c'est donc un système par liste. Oui, absolument. Et vous devez présenter 6 candidats plus 2 suppléants. Donc ce sont des listes de 8 personnes. Alors là, on voit que c'est pas la même chose d'ailleurs, c'est qu'il y a dans les élus, je crois 10 députés. 12, enfin 10 plus 2, oui d'accord. 10 macronistes, 10 macronistes, c'est ça. Ou bonhomme sur 12. Et dans les sénateurs, vous êtes le seul. Absolument. Sur 6 députés, les 5 autres étant LR ou centristes. Hein. C'est ça, exactement. Là, vous espérez... Entre 1 et 6, si vous voulez tout savoir. Non, je ne fais jamais de perspective, de prospective sur ce genre de sujet, parce que d'abord, une élection est toujours unique et une élection est toujours importante. Une élection se fait aussi sur les personnes. Il y aurait une alliance avec le Modem, par exemple, avec... c'est le but. On a créé un groupe. Alors, vous avez Renaissance, Horizon et le Modem qui ont créé une famille, entre guillemets, qu'on appelle Ensemble. Et j'espère bien, et je compte bien, puisque le président Macron nous a demandé de faire ça, il a demandé à ce que tous les sortants soient des têtes de liste, tous les sénateurs sortants, qu'ils soient Horizon, qu'ils soient Renaissance ou qu'ils soient Modem. Donc on est grosso modo une vingtaine de sortants sur toute la France. Entre Horizon, c'est pas énorme. Mais non. Pour mémoire, en 2017, il n'y a eu que 8 sénateurs élus sous l'étiquette La République En Marche sur toute la France. J'en faisais partie, face à Gérard Larcher. C'est quand même une belle fierté de ma part. Donc j'en suis très fier d'ailleurs, mais bon, ça demande beaucoup d'humilité, ça derrière. Mais effectivement, donc on est une vingtaine de sortants à peu près. Donc il était cohérent que ces 20-là soient reconduits comme tête de liste et que sur les 150 circonscriptions ou départements, circonscriptions restantes, il y a une discussion, est-ce que je mets plus un Horizon qu'un Modem? C'est pas gagné d'avance là qu'il y a un accord? Au sénatorial, c'est toujours des histoires compliquées. Vous parliez de 2017, en 2012, il y a eu, je crois, 12 listes, en 2017, 11 listes dans le département. C'est incroyable le nombre donc de listes. Donc c'est toujours, il y a un sentiment, il y a des gens qui sont persuadés. 5 ou 6 divers droites en gros. En tout cas, en 2017, il y en avait au moins 5 qui se présentaient sous l'étiquette majorité présidentielle, ce qui était assez cocasse, bien sûr. Voilà. Donc voilà, non, mais ça c'est assez naturel. Et j'allais dire, moi je suis toujours admiratif des gens qui se présentent, parce que se présenter à une élection, je vous promets que ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de volonté. Et c'est très bien. Une satisfaction. C'est un véritable bonheur. Non, je vous cache pas que moi je suis très heureux des 5 ans et demi que j'ai passé, et très fier d'avoir été élu. Et très heureux d'avoir, je crois, été utile à mon pays. Et si je me représente, c'est parce que je crois que je peux encore être utile à mon pays. C'est ce qui m'importe le plus dans cette histoire. Et 2 mandats, ça permettra de cotiser pour la retraite. Oui, j'aurai 67 ans, si je fais 2 mandats, ça tombe bien. Merci beaucoup. Mais en attendant, puisque vous parlez de retraite, j'insiste juste sur un point, c'est que je ne cotise plus à la GIR Carco. D'accord. Et donc, je vais perdre, en salaire du privé, je vais perdre, l'air de rien, des sommes aussi. Donc, il faut faire attention à ces sujets qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Merci beaucoup, Martin Lévrier. Un grand merci à vous.